Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Roue Libre. Roue Libre, c'est le deuxième numéro présenté par la chaîne Zitata. Et pour ce deuxième numéro, on a voulu faire les choses sérieusement, une fois de plus. On vous remercie pour vos encouragements. L'émission précédente vous a intéressé et on espère que celle-ci vous séduira. Pour cela, on a réuni un plateau de 3 personnalités du cyclisme et sans tarder, on va vous les présenter. À ma droite, il est là, c'est une figure du cyclisme, on ne le présente plus, il représente, on va dire, toutes les générations, il est toujours jeune dans sa tête, il a tenu à répondre à notre invitation, on le salue bien. Bonjour Roger Martial. Bonjour, ça va ? Voilà, on est ravis de retrouver Roger Martial. On oublie son âge et on reviendra un peu sur sa carrière et un petit peu, il portera son regard sur le cyclisme. À côté de lui, un homme qui fait aussi souvent la une de l'actualité sportive avec son club. Il a d'ailleurs mis le maillot du club pour bien montrer qu'il est bien présent car ce club est hyper représenté en Martinique. Il est le président du Madina Bikers. On le salue. Bonjour Eddy Marie-Sainte. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et en face, c'est un revenant aussi, il était là dans la première émission. Il est président du cycloclub vauclinois, du club cycliste du Vauclin. Il est également chroniqueur en radio. Il est revenu parce qu'il a aussi beaucoup de choses à nous dire. On le salue bien. Bonsoir Raymond Raffin. Oui, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de Zitata. Voilà, le décor est planté. Alors messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une émission avec 3 personnalités qui connaissent le vélo. Et je sais que les amateurs de vélo vont être très attentifs à vos réponses. Alors la première question, elle est là. Nous sommes donc à la fin du mois de mars. La saison maintenant a démarré. On vient de vivre pratiquement 3 semaines sans compétition. Alors tout de suite, le calendrier va redémarrer. Alors tout de suite, la première question, elle va être pour Roger Martial. Roger, longue carrière, on a gagné le Tour de Martinique, on a gagné le Tour de Porto Rico, on a été maintes fois champion, on a représenté une génération qui a été précurseur pour toutes les générations suivantes. Aujourd'hui, la première question, Roger, quand on regarde un petit peu la saison 2026 qui a démarré, quel est le regard de Roger Martial vu de sa planète vélo? Quelle est sa perception? Quelle est la perception de Roger Martial sur le cyclisme martiniquais? Alors, en premier lieu, j'aurais aimé savoir quel est le contact qu'il y a entre les présidents de club de la Martinique avec le comité régional cycliste de Martinique. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de programmer le calendrier de la saison, penser à tout ce qu'il peut y avoir comme embûche, par exemple, la course, je crois qu'il s'intitule le Critérium des quartiers, organisé par mon voisin Eddy. Ce que je ne comprends pas, comment se fait-il que vous avez loupé, pas seulement le président organisateur, mais le président du comité régional? Est-ce que vous n'avez pas pensé qu'on aurait eu les élections municipales à cette période-là? Alors, parce que c'est l'une des plus belles courses qu'on a au calendrier. Alors pour bien résumer, le Critérium des quartiers, c'est une organisation qu'on appelle maintenant le Critérium de la ville du Lamentin, qui était co-organisée à la fois par le Madina Bikers et le CL. On sait que le CL est un petit peu aujourd'hui entre parenthèses. C'est vrai que le club pratiquement ne compte plus de licenciés. Alors Eddy, bien sûr, Marie-Sainte est là. Il connaît bien le Critérium des quartiers puisque le club du Madina Bikers, on le rappelle, est au Lamentin. Alors la question posée, Eddy, elle est intéressante parce qu'on avait toujours un Critérium des quartiers près de la ville du Lamentin au mois de mars. Et là, brutalement, on le décale au mois de juin. Et là, on se retrouve avec 3 semaines sans compétition depuis le début mars, entre le 8 et le 29. Quel regard on peut porter sur ce creux de calendrier, comme le dit Roger, et le fait que malheureusement les élections sont là, mais pourquoi est-on resté dans le vide, quoi? Alors, sur la difficulté concernant les 2 week-ends sans compétition qui sont liés aux 2 tours des élections municipales, nous avons été informés, comme tout le monde, en fin d'année des dates de ces élections. Et très vite, dans les 24 heures, nous avons contacté le comité régional cycliste de Martinique dans la mesure où le critérium cycliste de la ville du Lamentin se déroulait théoriquement 2 semaines avant le Trophée de la Caraïbe et ça tombait tout juste durant le week-end du 22 mars, donc deuxième tour des élections. Et il s'avère au fait que le critérium parcourt en fait 13 ou 14 communes et donc nécessairement on se retrouvait coincé le deuxième dimanche des élections.
Donc, le président du comité régional cycliste a réuni l'ensemble des présidents de club, comme il le fait habituellement, pour trouver une solution. Mais il s'avère qu'avant, mais surtout après, il y avait des dates déjà figées dans le calendrier. Alors, je veux pour preuve aujourd'hui, si vous voyez le calendrier, que la pédale pilotine a sa date qui est figée dans le calendrier et qui correspond au mémorial qu'ils organisent, l'abbé Joffre de Nice. Et donc, sur ça, nous n'avions pas beaucoup d'opportunités. Il faut savoir que le club a aussi son calendrier, donc son propre calendrier, puisque nous couvrons toutes les spécialités du vélo. Nous avons une épreuve de triathlon habituellement fin janvier. Nous avons une épreuve de VTT, qui est une épreuve bien connue maintenant, qui est la Bikers Cup VTT à la mi-avril. Et donc, l'opportunité pour nous se présentait à partir du mois de mai. Donc, de mai à juin, nous avons balayé tous les week-ends. On y a passé 2 soirées. Nous n'avons rien trouvé d'autre que début juin pour organiser à la place, et le comité a quand même fait un effort, à la place des dates initialement définies pour les championnats régionaux. C'est à cette date-là que se déroulera donc le critérium de la ville de la Montée. Alors, habituellement, le critérium était un peu l'épreuve qui lançait les grandes courses à étapes. Là, on va être l'épreuve qui va clôturer les grandes courses à étapes juste avant la dernière répétition, on dira avant Tour de Martinique. Donc, voilà ce qui, aujourd'hui, est figé dans le calendrier. Donc, du 4 au 7 juin, nous espérons avoir un maximum de spectateurs et de passionnés autour de la Petite Reine, au plus près du Lamentin, mais on ne reste pas que sur le Lamentin. Donc, on couvre également un certain nombre de communes qui vont de Trinité jusqu'à Sainte-Luce, pour ne citer qu'elle. Voilà donc la réponse. Alors Raymond, vous êtes président de club. Votre équipe, elle a son rôle à jouer, elle a démarré son calendrier. Aujourd'hui, 3 semaines sans compétition en mars. Comment arrive-t-on à gérer le club quand on est sans compétition ? Alors, je tiens à apporter une petite rectification quand même, parce que l'UCS a organisé quand même sa course la semaine dernière. Les élites n'étaient pas prévues et il y a des présidents de club qui ont décidé de mettre la main à la pâte pour que les élites puissent courir et les opérateurs puissent courir dans cette compétition qui est une très belle compétition qui a fini à Mont-la-Valeur. Alors, ça a quand même permis les élites de rester en selle. Alors, ça fait pas 3 semaines. Bon, c'est que les 2 semaines d'élection qui sont un peu fastidieux pour les coureurs ainsi que pour les clubs. Mais je pense que bon, après, on va remettre les pendules à l'heure avec les grandes courses qui vont arriver. Alors, en parlant du critérium de la ville du Lamentin, bon, c'est dommage, bon, la date a été changée, pourtant c'est l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure compétition de la saison. Mais en le décalant au mois de juin, je pense que cette compétition et la compétition, si ça se fait, celui du VCD, ça va servir de préparation sérieuse en vue du Tour de la Martinique. Alors, il y a son bon côté aussi qu'il faut voir. Alors, si on résume bien, au mois de mars, en effet, il y a eu le 8 mars, cette course qui, en effet, était gérée par l'UCS. Nous avons eu le premier tour des élections, donc le 15. Le 22 mars, pas de compétition, on retombe sur le 29. Alors, moi, je me tourne tout de suite vers Roger Martial. Est-ce que vous avez connu, vous, des périodes à votre époque où on était 3 semaines sans compétition ? Pas exactement sans compétition, parce que le problème qui se pose de mon temps, les présidents de club, même s'il n'y avait pas un club cycliste dans une commune concernée, on avait tendance à courir pour toutes les fêtes patronales en Martinique. On avait la possibilité de courir une course lors de ces fêtes patronales, que ce soit Lamentin, Ducos, Saint-Joseph, Gaumont, Verpré, partout, surtout dans le centre. Et ça, nous étions toujours plus ou moins en selle. Donc ça veut dire qu'à l'époque, si on résume bien, ça veut dire qu'à l'époque, donc dans les années 60-70, chaque commune finalement organisait sa course. Tout à fait. Voilà, sachant qu'il y a 34 communes, ça faisait déjà pratiquement un calendrier. Non, on n'ira pas juste dans les profondeurs, dans le nord, parce que là, à part Morne-Rouge, nous n'allions pas ni à Grand-Rivière, Basse-Pointe et Préchère, ces machins-là, c'était Saint-Pierre, Morne-Rouge, Casse-Pilote, je n'ai pas connaissance que nous avons couru à Casse-Pilote. À Fort-de-France, il y avait aussi des courses organisées par l'UCM et le Vélo Club Martiniquais, mais c'était une façon de courir très souvent. Alors Eddy, je me tourne vers toi. Au Lamentin, donc, on organise le critérium de la ville du Lamentin. Vous êtes très dynamique. C'est vrai que le club, en nombre de licenciés, vous êtes largement parmi les meilleurs clubs français.
Les élections se terminent. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'activer peut-être toutes les municipalités, de dire, mais une fête patronale pour mettre le cyclisme en valeur. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui peut-être les municipalités de finalement de revenir à des courses un petit peu qui seraient la fête patronale de la commune, qui permettrait peut-être d'activer peut-être les compétitions et de remettre un peu un calendrier plus étoffé? Alors, au risque de me répéter, on a un calendrier qui est extrêmement dense. Il est impossible aujourd'hui à un club qui se décide à organiser une course de trouver une place entre la fin du mois de mars et le Tour de Martinique. Il n'y a plus une place dans le calendrier. J'en parle sous le contrôle du président du CCV. Et c'est pour cette raison qu'on a eu un mal fou, en fait, à trouver une date qui convienne. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de courses. À titre très personnel, j'ai plutôt bien vécu cette coupure. Pour quelle raison? On est au taquet cette année depuis la mi-décembre. Et c'est la première vraie coupure qu'on fait. Et pour nous, comme pour tous les clubs, notamment le CCV, qui sont sur les deux spécialités route et VTT, on n'a en fait qu'un week-end de libre. Puisqu'on a déjà ce week-end le Grand Prix Royal en VTT qui se déroule et qui aujourd'hui nous fait penser qu'on n'a que le week-end du 15 mars, durant lequel nous n'avons pas eu de compétition. Et on sait combien il est important aussi de planifier la saison des compétiteurs. Et cette coupure, je l'ai plutôt trouvée salvatrice parce que l'enchaînement m'a paru plutôt dense. On a eu donc une ouverture de saison dès la mi-décembre à Rivière-Pilote. On a couru quasiment tous les week-ends. En tout cas, les espoirs ont couru tous les week-ends depuis le début de saison. Je suis assez impressionné. Je crois que mes juniors, les meilleurs, sont déjà à 9 courses ou 10 courses. Donc, je pense que cette coupure-là ne pouvait pas non plus faire de tour. Alors, je note bien que la coupure ne doit jamais être trop longue. 2 semaines, c'était peut-être un petit peu trop, mais pour ceux qui font également la spécialité VTT, ils n'auront eu au final qu'une semaine de coupure. Et pour nous, autres dirigeants, qui sommes sollicités sur toutes les spécialités, je rappelle aussi que Madina Biker, c'est aussi le triathlon, je vous avoue que j'ai plutôt apprécié ce petit week-end de coupure à me mobiliser sur autre chose que la compétition. Ça n'empêche qu'il y a toujours entraînement. Et nos coureurs, par exemple, durant le deuxième week-end, seront en stage. Ça permet aussi de remettre des points d'ajustement là où on en a besoin, parce que la saison s'enchaîne avec différentes trousses et parfois on n'a pas le temps de faire un travail de fond ou spécifique en fonction des besoins de chacun. Alors Raymond, pareil, le CCV, donc vous allez vous organiser, on en parlera tout à l'heure, mais comment allez-vous gérer avec cette période où justement les coureurs sont sans compétition? Alors, de l'autre côté, je rejoins le président Eddy Marissette. Ça nous permet un peu de souffler aussi nous dirigeants parce qu'on est au taquet tous les jours. Mais en même temps, ça nous a permis de mettre un stage en place pour que les coureurs puissent courir ensemble, avoir une cohésion de groupe, notamment pour les futures compétitions. Alors, de notre côté, je pense que c'était pas plus mal. Donc, moralité, alors oui, Roger? Oui, je voulais rebondir. Je suis d'accord avec Eddy. La saison est vraiment saturée en début de saison, jusqu'avant le Tour de la Martinique. Mais la désolation que nous avions en Martinique concernant le cyclisme, c'est qu'après le Tour cycliste de Martinique, il n'y a plus rien. C'est grandes vacances pour tout le monde. Et ce n'est qu'après le Tour de la Martinique qu'il y avait les belles courses dont j'ai parlé tout à l'heure là, lors de la fête de Ducos, du Lamentin, du François. Alors, pourquoi ne pas les laisser en selle et en côtoyant les municipalités concernées lors des calendriers de course en début de saison pour organiser ces belles courses que nous faisions après le Tour. C'est ça ce qui serait intéressant. Parce que moi je trouve ça vraiment décevant, des coureurs qui se préparent, des dirigeants qui sont à fond. Le Tour de la Martinique se termine, les coureurs ils sont tous compétitifs puisqu'ils viennent de terminer le Tour de la Martinique, même s'ils n'ont pas gagné le Tour. Mais au moins continuer sur leur lancée, ne serait-ce qu'un mois, 2 mois après. Parce que vous avez le Tour de la Guyane, vous avez le Tour de la Guadeloupe qui vient après. Alors Eddy, la question, c'est vrai que le calendrier, tu l'as bien expliqué, donc il est bien rempli. C'est vrai qu'après le Tour, on prend en 2025, du 15 juillet au 15 décembre, rien du tout. Est-ce qu'il y a matière, vous, le président de club, à trouver des solutions pour redynamiser le cyclisme durant la période qui suit le Tour? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable et possible?
Ah oui, mais ça fait partie donc des priorités, des discussions régulières que nous avons, hein. Encore une fois, je prends à témoin mon collègue. Mais c'est difficile, ça fait partie des habitudes. Et aujourd'hui, l'évolution des mentalités ne joue pas en notre faveur. Euh, à titre personnel, le club aujourd'hui, je le gère depuis 26 ans et je peux vous dire que les mentalités ont beaucoup changé. Il est plus difficile aujourd'hui d'organiser des stages pour les jeunes, notamment durant les vacances scolaires, les parents considérant justement que le club est avant tout là pour faire le lien durant la période scolaire et les périodes de vacances sont des périodes familiales. Donc, en tout cas, ça ne va pas dans le sens de l'évolution des choses, en tout cas dans ce qu'on peut imaginer avec une saison beaucoup plus longue. Maintenant, cette initiative récente qui visait à ne plus attendre le début janvier pour démarrer la saison et de démarrer à la mi-décembre, bon, ça a quand même eu du bon et avec quand même certaines limites, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de coureurs que ça en tout début de saison. Les gens ont pris leur habitude. Je pense qu'il faut continuer à forcer un peu la main, s'appuyer sur la belle cyclo qui est la belle Martinique pour rameuter du monde, potentiellement pour faire venir aussi des personnes qui sont souvent à côté des routes et participer à côté des champions. Je trouve que ça a du sens. Renforcer le calendrier VTT qui traditionnellement commence plutôt un peu après les vacances de Toussaint ou un peu au niveau de la mi-octobre, travailler dessus, inciter les coureurs. Alors, Auger, j'ai pas eu la chance de connaître cette époque-là, mais je sais que beaucoup d'anciens, même mon père m'en parle, il y a une époque où les cyclistes faisaient beaucoup de préparation et donc il faudrait vraiment considérer qu'avec le VTT, on peut compléter la préparation de la saison et puis faire en sorte que la coupure réelle soit la plus courte possible, mais elle est nécessaire parce que j'ai le sentiment que en Martinique notamment et en Guadeloupe certainement, le plan de charge des dirigeants est extrêmement lourd. Nous avons souvent des clubs avec un format particulier où on touche un peu à toutes les catégories. J'ai beaucoup de clubs que je vois tourner dans l'Hexagone, hein, mais qui se sont spécialisés dans les juniors, qui se sont spécialisés chez les seniors, donc ils sont sur ce calendrier. Nous sommes un peu sur tous les fronts. Donc, à titre personnel, j'apprécie quand même bien la coupure, même s'il y a des efforts à faire, comme je le disais, un peu après la rentrée scolaire pour l'activité VTT qui fasse la transition avec la route. Raymond, le regard sur ces réponses? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que après le tour, il y a un travail en profondeur à faire qui va demander beaucoup, beaucoup de temps. Parce que même, comme Roger le disait, on courait pour les fêtes patronales. Mais maintenant, les communes sont tellement en difficulté qu'ils ne peuvent pas investir comme ça. Parce qu'un club, sur une saison déjà, on ne peut pas imaginer ce qu'on dépense avec les petits, les grands, tout ce qu'on a. Et après, bon, si on doit, après le tour encore, vu que la saison était déjà longue, investir de nouveau, les partenaires se font de plus en plus rares. Et on ne peut pas tout laisser sur le dos des communes non plus. Alors, c'est toute une mise en place. Et après, il y a le côté du coureur en lui-même qui dit, bon, eh ben, il a fini sa saison, il veut un peu souffler. Et après, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, il y a une grille de prix à mettre en place, tout. Des fois, ça ne plaît pas à certains coureurs. Il y a pas mal de petits détails qu'il faut prendre en considération. Alors, c'est un travail qui est possible, mais ça va demander du temps. Ouais, donc le nerf de la guerre étant l'argent, ça risque d'être compliqué. On va aborder le problème du calendrier puisque donc cette période donc où les compétitions reprennent donc ce 28-29 mars. Mémorial l'Abbé Joffre. Alors c'est vrai qu'on reste un peu sans compétition. Tout d'un coup on revient donc contre la montre le samedi après-midi, le dimanche course en ligne de plus de 130 km et 3 jours après on attaque directement le Trophée de la Caraïbe. Est-ce qu'on passe pas bon si je vous suis dans vos raisonnements, ça permet aux coureurs de couper. On repart quand même un petit peu brutalement dans le calendrier, Eddy. Oui, c'est vrai qu'on a des dates qui ne peuvent pas être déplacées, hein, le Trophée de la Caraïbe notamment, et c'est pas simple pour le président de le céder, dans la mesure où vous avez peut-être noté, mais les vacances scolaires commencent un petit peu plus tard qu'habituellement. Donc, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour lui, c'est un point à intégrer et qui n'est pas simple du tout. Maintenant, la reprise dans ces conditions-là n'est pas simple, donc ça nous oblige vraiment à anticiper, à la préparer au mieux. Et comme on l'évoquait à l'instant, la période de récupération après le week-end, en tout cas après surtout la grosse journée de dimanche, est très très limite, mais ça rentre aussi pour moi dans la préparation avec l'objectif qui est pour nous
le critérium en début juin. Donc, il faudra monter en pression pour être en mesure ensuite d'assumer ça. Et évidemment, le Tour de Martinique qui est le point d'orgue pour tout le monde. Allez, on va dévoiler, on salue Luis Mudard, donc l'organisateur du Trophée de la Caraïbe. Roger, vous connaissez bien, vous êtes du COSSE, le Trophée de la Caraïbe. Alors, les informations que nous avons, qu'il nous a communiquées, l'épreuve va démarrer donc le mercredi 1er avril, se terminera toujours traditionnellement le jour de Pâques. Alors, ce seront des étapes qui auront lieu uniquement l'après-midi. Le vendredi, il nous annonce un contre-la-montre de 18 km qui partira de Bois-Rouge pour finir à Bois-Rouge. Donc, un contre-la-montre un peu plus long que ce que l'on connaît d'habitude en ce moment. Et puis, on aura donc le samedi une étape en ligne. On rappelle, il n'y aura pas de demi-étape. Il y aura une grosse étape en ligne où on terminera par Mont-de-la-Valeur pour finir à Font-Savane. Quel est le regard de Roger Martial sur un petit peu sur ce parcours à travers 5 étapes qui s'annonce quand même relevé, en sachant que je vous donne tout de suite les informations. Nous aurons donc l'équipe de Dunkerque qui était présente donc l'année dernière, qui avait bien figuré. Nous aurons donc 2 équipes de Guyane qui sont donc le VCG et l'équipe Orange. On aura également le Rayon d'Argent qui revient, donc on espère peut-être avoir Rémi Marcoux qui doit revenir de métropole, donc qui sera au sein du Rayon d'Argent. Donc 4 équipes invitées, le peloton martiniquais. Le regard de Roger Martial sur la présentation de cette épreuve? Alors, en ce qui concerne le parcours, comme tu nous as parlé d'un contrôle-la-montre de 18 km, c'est pour Ça sera le vendredi. Parlant du Trophée de la Caraïbe, c'est pour la première fois qu'on aura un contrôle-la-montre pour nos compétiteurs martiniquais aussi long, n'est-ce pas? Mais je crois il me semble bien me rappeler, pour avoir lu quelques archives, que à ton époque, c'était des contre-la-montre qui étaient beaucoup plus longs. Eh ben oui. Si je prends l'exemple du Tour que j'ai gagné en 1965, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, le contre-la-montre individuel faisait Macouba, Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon, Mono-Rouge, Saint-Pierre, arrivé au Carbet. Contre-la-montre individuelle. Oui, c'était quelque chose. C'était quelque chose en 1966. Après, on a eu un contre-la-montre, Vauclin, François, Monde-Pitot, Lamentin, Fort-de-France, individuel. Alors, je crois est-ce que nos coureurs d'aujourd'hui peuvent gérer ces contre-la-montre individuels aussi facilement que de notre temps? Raymond, le regard de Raymond Raffin par rapport au parcours? Alors, je suis quand même Roger parce qu'il faut dire aussi dans le temps, il y avait autour de la Martinique le contre-la-montre, c'était Rivière-Pilote, Macapon, Marin, Vauclin, Raquette. Pour revenir à Rivière-Pilote, on avait quand même Macapon à monter, Coubaril à monter et Raquette. C'était quand même quelque chose par rapport à maintenant. Bon, ils ont mis directement Macapon retourné vers la Dupré, c'est vite fait. Tandis que là, c'était autre chose. Eddy, le regard sur ce parcours, on sait que c'est une belle épreuve qui compte dans la saison. Le regard de Didier Marie-Sainte? Oui, non, je pense que ce serait une très belle épreuve. C'est pas habituel d'avoir su cette épreuve, ce contre-la-montre. En plus, ce contre-la-montre qui est dur, de ce qui est présenté, et mais il n'est pas extrêmement long. Je pense qu'on a déjà eu des contre-la-montre, même récemment un peu plus longs, notamment lors des championnats. Et d'ailleurs, il y a un championnat à venir, je pense qu'il sera un peu plus long. Là, c'est un effort de 25 à 30 minutes. Donc, bon, je pense que, en tout cas, ce sera un bel effort sur un beau parcours et qui devrait brasser du monde parce que vendredi, a priori, c'est vendredi saint. Donc, les gens seront nombreux sur le bas-côté pour encourager. J'espère qu'on va y voir quelque chose de plutôt sympa. Et des étapes qui permettront aux coureurs de récupérer puisque toutes les étapes auront lieu l'après-midi. Ça aussi, c'est un plus pour la récupération. Alors, on a parlé donc du Trophée de la Caraïbe. Ça se dispute. Et ça se prépare bien. On salue Lys Mudard qui est au combat et au four et moulin. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, on le comprend. Alors Raymond, ensuite le calendrier va s'enchaîner au mois d'avril. Et là, le Grand Prix de la ville du Vauclin se dessine. Il se présente mi-avril. Comment se présente-t-il? Alors bon, on est au taquet. Bon, voilà, c'est ça le 17, 18 et 19 avril. Ça a commencé par un contre-la-montre le vendredi qui sortira de Périola pour arriver au quartier Plaisance sur la route de la montagne. Et le samedi, il y a eu du changement. Ça va toujours partir du Vauclin avec un départ fictif pour présenter mes petits VTTis. Et le départ réel va se faire au niveau de la gare routière. Et ça va arriver cette année à Bellevue-Ladour. Donc du côté de Saint-Luce? Du côté de Saint-Luce. Parce que le partenaire, c'est là qu'il était. Bon, j'étais obligé. Tout au sommet de Bellevue? Tout au sommet. Et dites donc, c'est une sacrée course de côte que vous proposez là? Ah oui, à la fin du spectacle. Roger, tout de suite, quand vous entendez ça, votre réaction, la réaction de Roger Martial? J'aurais dû avoir 20 ans aujourd'hui. Mon Dieu. Et avant d'arriver à Bellevue-Ladour, on va quand même passer Valate et Marcel.
Et sacrée étape, combien de kilomètres? C'est 112 km 500, mais à la fin, il y a un circuit Ouais. qui va faire Frangipanier, qui va redescendre sur les coteaux, etc. C'est 4 tours. Et le dernier jour? Et le dernier jour, moi, ça n'a pas changé. Alors, ça va partir du Vauclin, Françoise, bon, ça va passer Rivière Salée, tout ça, ça va monter au Grain. Et ça va revenir sur le Vauclin à Ravine-Plate, comme d'habitude, au foyer rural. Donc la même arrivée. 119 km 500 comme l'année dernière. On peut dire, Raymond, quand on regarde cette épreuve, bon, comme toute épreuve, elle a eu une naissance et aujourd'hui, c'est une place qui a pris une place importante dans le calendrier. Alors, je dirais que jusqu'à maintenant, tous les échos que j'ai eu des autres clubs, notamment des présidents, c'est une course qu'ils apprécient beaucoup. Et puis, je pense qu'ils ont toujours été bien reçus sur le Vauclin. Bon, et on n'a pas eu trop d'atomes crochus d'ici là. Et puis, bon, le seul truc, c'est arriver toujours sans bobo. Mais on essaie de maintenir un flot, mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on dépend beaucoup des partenaires. Et si les partenaires se trouvent en difficulté, on sera obligé peut-être de réduire la voilure au lieu d'avoir 3 étapes, on pourrait avoir que 2 ou voir qu'une étape, qu'une course d'un jour. Alors, c'est pas évident. Alors, moi, je tiens à tirer mon chapeau pour les équipes qui arrivent à faire des compétitions à étapes, même ceux qui font les compétitions d'un jour. C'est pas évident. Preuve en est que le cycliste plonge d'une façon vertigineuse et qu'on n'a pas encore trouvé vraiment la baguette magique pour pouvoir faire remonter tout ça. Alors, on y travaille. Le budget d'une épreuve comme celle-là, c'est ça, le budget global, quand on a tout dépensé, quand on a investi? Alors, c'est quand même beaucoup parce qu'on a quand même 5 maillots distinctifs, le maillot jaune, maillot A3, maillot U19, maillot U23 et maillot Access. C'est-à-dire que moi, je tenais à avoir un classement pour chaque catégorie et à chaque étape. Et au général final, ils ont leur grille de prix à eux, ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde. Parce qu'il y a des gens des catégories qui courent, ils sont plus là pour la photo, et puis on les classe open ou élite, et puis ils se débrouillent. Et pourtant, en métropole, il y a des championnats U23, alors les U23 aussi doivent être à l'honneur. Alors, c'est pourquoi que j'ai choisi de faire une grille de prix avec toutes les catégories, même si ce n'est pas énorme, mais au moins, ils ont quelque chose à eux au lieu de venir faire le long, et puis à la fin, ils n'ont pas le classement, et puis ils n'ont rien s'ils ont trouvé plus fort qu'eux. Donc, il y aurait frustration. Dans ce cas-là, il y a récompense. Roger, vous vouliez réagir? Oui, si j'ai bien compris, Président, c'est qu'il y aura 5 courses dans une course. Voilà. Bien sûr, je suppose que la course sera bien dotée. Exactement. Ils seront bien récompensés, les compétiteurs. Mais c'est une course dans la course. C'est une course dans la course parce que c'est vrai que ces classements sont très prisés et on a nos anciens comme Émile Demazy qui appartient à 49 ans, il aura bientôt 49 ans, et Olivier Tellez qui frôle les 55 ans. On sent qu'ils ont encore l'énergie pour aller chercher des classements. Oui, puis ça met un peu de piment dans la course. Absolument. Et puis une autre question que je voulais poser aux 2 présidents, organisateurs. Est-ce que quand vous organisez comme ça des belles courses, je peux dire montagneuses, qui sont intéressantes pour nos compétiteurs, est-ce qu'en début de saison, ces courses-là sont déjà inscrites au comité régional pour que les compétiteurs sachent à quoi s'en tenir, comment qu'ils vont calquer leur saison, leur calendrier? Alors, je vais juste dire au début, c'est-à-dire en fin d'année, quand il y a la réunion d'ouverture des présidents de club, on commence par alerter les présidents pour pouvoir mettre la course sur le calendrier. Après, on a 8 semaines pour le mettre sur la plateforme. Et à partir de là, on définit les étapes. Et à partir de là, les coureurs peuvent après savoir, les étapes, qu'est-ce qui les attend pour pouvoir se préparer en fonction. Et c'est pourquoi que je reviens sur l'épisode de tout à l'heure. La coupure qu'il y a aussi permet aux coureurs de se préparer en vue des échéances qui s'enchaînent pratiquement chaque week-end du mois d'avril jusqu'à mai. Tout à fait. Ouais. Eddy, j'imagine que pour le Madina Bikers, avec la pléthore de coureurs, parce que Dieu sait s'il y en a, c'est pratiquement parfois le tiers du peloton. J'imagine que vous allez préparer ça sérieusement. Et moi, la question que j'ai envie de poser et que je pose, le peloton s'est réduit, mais le Madina Bikers a augmenté ses effectifs. Est-ce que le fait qu'il y ait pratiquement un quart, voire un tiers du peloton sous les couleurs du Madina Bikers, c'est un atout ou ça peut être aussi à double tranchant parfois? Parce qu'il faut gérer tout ça.
Oui, non, mais en tout cas, c'est pas le modèle idéal pour nous. Je pense qu'on a un petit peu trop de coureurs pour que ce soit efficace. Après, ils tenaient tous à rester, donc on en a discuté déjà. Il y a une belle dynamique globalement dans l'équipe. Maintenant, potentiellement, moi, il m'en faut 6 pour le mois de juillet. Donc, ils sont tous au courant. Donc, Les places vont être chères. les places vont être très chères puisque on a notre recrue cette semaine qui est arrivé, Martin Deschâtres, et donc qui fera sa première course. Nous avons également Mathis Nassitas, qui est un jeune du club et qui devrait entrer également très prochainement pour le Trophée de la Caraïbe. Donc voilà, donc les coureurs sont informés. Maintenant, s'ils ont choisi donc de rester dans la dynamique, avec de se battre pour aller chercher leur place. Les places vont être chères, on l'a compris. Roger. Justement, au président Marie-Sainte, quand tu sélectionnes tes 6 coureurs pour le Tour de la Martinique, ils ont les autres coureurs que tu as dans le terrain, ils peuvent aller grossir le nombre des autres clubs n'ayant pas une équipe complète, par exemple. J'ai deux clubs qui m'ont contacté. La touche. Ouais, j'ai 2 clubs qui m'ont contacté dans cette démarche-là, mais il faut faire attention. J'ai également 2 coureurs qui avaient déjà fait ça l'année dernière et qui ne peuvent pas muter 2 fois dans l'année. Donc, il y a également cette contrainte-là. Tout le monde est au courant. J'ai fait une réunion avec tous les coureurs pour leur expliquer les contraintes qu'il y avait à rester à Medina Baker cette saison. Donc, ils connaissent le challenge, mais j'espère que ceux qui ont le niveau, je répète bien, ceux qui ont le niveau pour faire le tour, non pas pour prendre le départ du tour, je me battrai pour qu'ils soient potentiellement dans les autres clubs, si les clubs ont le souhait de les faire muter juste avant le tour. Parce qu'il faut muter. Hein. Oui, mais à l'exception de les faire muter, ça n'existe plus, cette histoire de jumelage. Par exemple, le CD donne 2 coureurs au Brooklyn. Ça n'existe plus. Alors, il faut faire une mutation hors période pour qu'ils puissent aller dans un autre club et il faut attendre 2026, 2027, comme ça sera, pour pouvoir revenir. Et à chaque fois, ça coûte. Et avec le comité régional, vous, les présidents de club, vous ne pouvez pas trouver un accord C'est le règlement de la fédération. Non, parce qu'il y a des C'est pas tout à fait le règlement de la fédération, c'est un choix qui a été fait par le comité, puisque je prends l'exemple de la Guyane, ça se fait parfaitement. Et donc voilà, donc le choix a été fait, donc moi, ça ne me pose pas de souci. Je l'ai expliqué à mes dirigeants, je ne suis pas du genre à entrer en conflit avec qui que ce soit pour ce genre de choses. Ça permettait plus de souplesse parce que c'est un réel plaisir pour moi, lorsqu'un coureur a fait le job pendant l'année, de le mettre à disposition de club pour qu'il soit au départ de la course. Et ça permet à celui qui a eu un peu de mal, parce qu'il a eu des contraintes, il n'a pas pu avoir les effectifs qu'il souhaitait, d'avoir une équipe plus consistante et pouvoir prendre le départ. Donc moi, je trouve que c'était du gagnant-gagnant. Maintenant, si la règle a changé, elle coûte juste un peu plus cher et va mettre plus d'argent à la fédération. Et en fait, je pense qu'on a encore les dents de la force. On s'est encore fait avoir, à mon avis. Mais bon, c'est pas bien grave. On va s'adapter. Et donc, mis à part 2 coureurs qui ont déjà muté dans l'année, donc les autres potentiellement pourraient rejoindre d'autres structures si elles le souhaitent. Alors, c'est un règlement qui émane que du comité régional cycliste de Martinique. En tout cas, le comité cycliste régional de Martinique, il y a peut-être d'autres établissements, d'autres ligues, d'autres comités qui ont fait la même chose. Mais en tout cas, c'est une modification du règlement. Je pense sous le contrôle de Raymond, sur une modification du règlement qui a permis donc d'éviter que les clubs ne puissent mettre à disposition leurs coureurs. Une modification locale. Locale, oui. Et pourquoi vous, les présidents de club, vous ne montez pas au créneau? Non, mais je pense que ça correspondait aussi peut-être à certaines attentes de d'autres clubs que Medina Bikers n'ait pas autant de coureurs, mais en fait, ça n'a rien changé. Les coureurs si vous êtes les meilleurs aussi, on n'est pas forcément les meilleurs. Je pense je suis désolé. Voilà. En tout cas, globalement, il y a une belle volonté d'être dans la structure. Les gars veulent s'entraîner dans la structure. Donc, bon, globalement, moi, je trouvais que c'était un deal intéressant de continuer à leur donner l'occasion de s'entraîner. Et à l'approche du tour, qui rejoignent d'autres coureurs d'autres clubs pour renforcer les effectifs. Alors je me tourne du côté de Raymond parce que là, on n'est pas dans une pléthore de coureurs. C'est vrai, quand on voit encore les listes de partants, on voit Medina omniprésent en nombre. Et aussi, il y a de la qualité parce qu'ils ont d'excellents coureurs et le renfort qu'il va y avoir va faire aussi que le niveau encore va sûrement monter. Par contre, comment ça se passe au niveau du CCV? Puisque là, bon, il y a quand même de très bons coureurs, mais je dirais qu'aujourd'hui, vous avez une équipe de 6 coureurs, par exemple, pour présenter au Tour. Comment ça se passe? Alors, c'est assez compliqué. Bon, là, un junior, bon, au niveau de l'équipe senior, bon, on a Michael Stanislas, qu'on ne le présente plus. On a le jeune Johan Pierre-Louis, qui, après être au cours de la vague, il revient bien. Et bon, normalement, on doit avoir 2 coureurs extérieurs qui doivent arriver d'ici peu. Et je pense qu'avec ça, puis j'ai un petit nouveau qui est venu en Martinique en vacances, qui faisait du triathlon. Alors, il voulait signer quand même avec nous
pour pouvoir se mettre en selle. Alors, je pense qu'on aura juste les 6, soit 5 ou 6 coureurs à peu près. On est en train de regarder ça de près. Et si jamais vous n'aviez pas le nombre, comment vous feriez? Parce qu'il peut y avoir des aléas. Alors, le truc qu'il y a, c'est que moi, j'ai une politique au CCV. Je ne prends jamais d'avis sans l'avis de mon bureau. Ça se passe au vote. C'est collégial. C'est collégial, ça se passe au vote. S'ils sont OK, moi, je me plie à la démocratie. S'ils sont contre, je me plie à la démocratie. Comme ça, je n'ai pas de reproche de quiconque par la suite. Voilà, donc c'est des décisions qui se prennent à l'interne en fonction des événements, voilà. Sachant que dans une saison, il peut se passer aussi beaucoup de choses. Voilà. Eddy, on parle du calendrier. Je crois qu'en avril aussi, le Madina va encore être encore sur la brèche. Il y a aussi du pain sur la planche. C'est ça. Pour une autre spécialité, c'est le VTT. Donc, c'est la 17e édition de la Bikers Cup VTT. C'est quand même l'épreuve majeure aux Antilles actuellement en VTT. On a toujours une forte délégation de la Guadeloupe. On attend 3 à 4 clubs de Guadeloupe pour ce rendez-vous et c'est l'occasion pour nous de faire sur 3 jours, du 10 au 12 avril, une compétition à étapes pour les jeunes à partir de la catégorie des U15, garçons-filles. Et le dimanche matin, à Guigneron, ça devient un rendez-vous un peu traditionnel. On accueille toutes les catégories, donc notamment à partir des U7. Donc, c'est un rendez-vous très prisé sur des parcours assez variés. Donc, à la fois de vitesse le vendredi après-midi, assez technique et plutôt pur VTT le samedi après-midi à Mout. Et le dimanche, nous avons un parcours qui est plutôt plat, qui peut même convenir à un bon routier, qui a un peu d'expérience de maîtrise de son vélo, et en tout cas qui se rapprocherait plus d'un Paris-Roubaix, par exemple. Donc, en tout cas, oui, c'est un parcours très varié, qui plaît bien, et on espère encore avoir un beau succès. Les maillots, je viens de les valider, les 8 maillots, puisque j'avais eu quelques critiques de parents me disant que notamment les jeunes filles n'ont pas de maillot. Voilà, on s'est battu, toutes les catégories seront récompensées, de U17 à plus de 40 ans. Voilà. Donc, on espère que ce sera un beau succès sur cette 17e édition. Vous arrivez, je dirais, bon, là aussi, vous proposez des prix. Un budget comme cette épreuve, ça revient à combien à peu près? Ah, c'est une catastrophe. En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que non seulement les budgets augmentent, il y a un écosystème qui se met autour du vélo et du sport en général, avec beaucoup de personnes qui viennent butiner dans le projet, et on sort progressivement du bénévolat pur vers un système professionnel. Vous verrez, vous ferez le calcul sur une manifestation quelle qu'elle soit, je ne suis pas spécifique au VTT, entre les premiers secours, les véhicules ou motards de sécurité, speakers, et parfois, comme c'est le cas sur la Bikers, traiteurs pour assurer tout ça, on arrive sur des budgets très importants. Sur la Bikers, on est quand même à 18 000 euros, et le modèle économique en plus est en train de changer. Le comité est en train de revoir complètement ces modèles et en tout cas la participation, tout est taxé au maximum, donc c'est-à-dire les commissaires, le véhicule, si vous demandez un véhicule de podium, il est taxé au maximum, tout est taxé. Tout est payé et les prix ont vraiment augmenté. Pour nous, c'est plus 65% par rapport à l'année dernière, en un an, plus 65% par rapport au CNSBTP. Oui, donc je suis très précis, on est passé de 1 998 euros à 3 374 euros juste pour l'équipe comité. Maintenant, je me mets à la place du président Norescal. Je pense que quand on voit comment ça se passe et comment c'est compliqué pour les autres ligues, il a bien intérêt effectivement à changer son modèle économique. Mais vous voyez, l'adaptation n'est pas simple du tout pour nous autres clubs parce que nous sommes souvent sur un format plutôt bénévole dans nos clubs. Donc ça peut être parfois difficile de comprendre qu'à côté de ça, il y a tout un modèle économique qui se met en place. Et trouver des sponsors, c'est pas plus simple qu'avant, c'est certainement même plus difficile. Et donc ce qui, à l'époque, en tout cas pour Madina Bikers, permettait vraiment d'avoir des recettes intéressantes après chaque compétition, n'existe plus. Quand on finit à l'équilibre, on est très content. Et en tout cas, ça m'amène à une réflexion sur, alors on parlait du VTT, mais aussi sur la course du CNSBTP qu'on a imaginé. On est sur des coûts de 13 000 euros pour une course d'une journée. Alors, c'est juste pas possible. Donc, nous, on va revoir les parcours, réduire un peu les moyens en termes de sécurité pour ne pas nous mettre plus en danger en tant qu'organisateur. On fera toujours le maximum, mais il faudra qu'on ait ces moyens-là. On n'est pas sur le critérium de la ville du Lamentin qui, lui, est pris en charge par la ville. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude. Pour le critérium, j'ai juste à trouver 2 partenaires maillots. Et donc, ce ne sont que des recettes. Mais quand on organise avec en solo, donc comme c'est le cas sur le CNSBTP ou la Bikers, je vous garantis que c'est difficile. Raymond? Alors, je vais prendre comme exemple sur ma compétition, un gain de course,
On a mis pour à peu près 5 900 € des petites poussières. Et ce qu'on a payé au comité, en comptant les parce qu'ils comptent les motos de sécurité, plus tout ce qui donne au signaleur, comme il a précisé, tout ce qui est la voiture d'arrivée, etc., etc. J'ai carrément pour 9 700 € à payer au comité Pour cette épreuve. pour cette épreuve. Et j'ai investi en gain de course 5 900. Alors, Et ça de la fait- différence. Mais le pire, c'est que normalement, il faut que tout soit payé une semaine avant la course. D'accord. C'est Donc pas comme ça a changé, c'est pas comme on pourra attendre les subventions avec pour payer en fin de saison. Tout doit être payé avant. Et d'un côté, il y a aussi l'avantage parce que moi, j'ai comme principe, quand je fais ma course, je paye, je te dois ça, voilà. Et tu me dois ça pour mes coureurs, tu me le donnes. L'histoire que autre club t'a pas payé, c'est pas mes affaires. Et comme ils ont mis comme ça, que je paye, mais mes coureurs peuvent récupérer aussi tout de suite. Je tiens toujours à ce que mes coureurs, surtout dans les meilleures conditions, qu'ils n'ont pas à attendre décembre, janvier ou autre pour avoir leur gain de course. Alors, c'est ce qui explique sûrement puisque le nombre de clubs affiliés est en réduction, le nombre de licenciés est en baisse, et même du côté du Madina, qui est comme un club où il y a beaucoup d'effectifs, là aussi, vous êtes en perte d'effectifs, Eddy. Ah oui, oui, globalement. Alors, je voudrais quand même juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, je serai président du comité régional sécurité. J'aurais sûrement fait la même chose que l'actuel président, parce qu'il faut aussi qu'il sauve son modèle économique en termes de Ligue 1, parce qu'on entend toutes les ligues qui souffrent. Oui. Donc, moi, j'explique simplement la difficulté maintenant dans ma position de dirigeant de club, en tout cas du Madina Bikers, comment c'est difficile. Maintenant, je ne critique pas la stratégie. Je dis simplement qu'elle est difficile en termes d'adaptation. Et il faut qu'on s'adapte, parce que si on n'est pas agile en termes de modèle économique et d'adaptation, on sera en difficulté. Maintenant, voilà, ça c'est vraiment important. Mais voilà, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Voilà. Mais par contre, quand on regarde bien, quand on voit le nombre de clubs qui ont périclité, enfin qui sont en gestation ou qui sont un petit peu en stand-by, ça veut dire que les modèles économiques de ces clubs-là, ils ne peuvent pas s'adapter à ce qui se pratique aujourd'hui avec les exigences qui sont mises en place. Alors, je vais dire que ces exigences-là, il y a quand même son bon côté, parce que ça permettra au comité même, quand ils vont faire leur bilan financier, de retomber sur leurs pieds, parce que tout a été payé à temps. Et où il y a le point négatif, c'est que les clubs, quand ils doivent organiser, le calendrier se fait depuis un début de saison, et que les partenaires ne l'ont pas suivi, alors ça risque de faire des annulations de compétition. Alors voilà, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Mais c'est pas une mauvaise chose, mais de notre côté, la façon dont les clubs ils tirent la langue en ce moment, c'est soit qu'on arrive à trouver des solutions pérennes, ou sinon, ça va continuer, les clubs vont continuer à mettre la clé sous le paillasson. Parce que le nombre de licenciés a baissé. Certes, je pense que c'est du côté du VTT qui a le plus de licenciés qui sauve un peu l'apparence. L'apparence, c'est ça. Voilà. Roger, quand on écoute les deux présidents... Alors, le problème que ça pose, la question que vous voulez poser, si il y a ce règlement-là au niveau du comité régional, que le club organisateur doit payer sa course quelques jours avant le départ de la compétition, à aucun moment le comité régional ne peut pas tomber en faillite. Mais à partir de là, eh bien, ça va l'arranger aussi. Ça va l'arranger, voilà. Oui. Et est-ce qu'au moins, toi, tu organises ta course au CCV, Marie-Sainte organise sa course au Madinina, la course est payée avant la compétition. Est-ce que ces courses-là sont payées? Est-ce que vous demandez au comité régional une date butoir pour que les coureurs reçoivent leurs gains? Dès que la course est payée, on peut réclamer. On peut réclamer. Maintenant, voilà, c'est ça qui a changé. C'est oui. ça que j'ai dit, attendre janvier, décembre, février pour être payé. Dès que c'est payé... Avant, non, c'est pourquoi que j'ai dit c'est pourquoi j'ai dit que dès que je paye mes courses, tout de suite, je te dois ça, tu me donnes ça, tu me dois ça, tu me le donnes.
soit l'autre n'avait pas encore payé. Tandis que là, comme tout est payé d'avance, les coureurs pour disposer de leurs gains en temps et en heure. Alors la question, elle se pose vis-à-vis des sponsors. Est-ce que les sponsors aujourd'hui, forts de de vos préoccupations, sont là, vous aident, vous appuient aujourd'hui, est-ce qu'ils vous suivent? Parce que là, finalement, il faut aussi qu'ils mettent la main à la poche. Alors, il faut qu'ils mettent la main à la poche, mais même les sponsors de leur entreprise, ils ont des difficultés. Cette année, ils peuvent te dire oui, l'année prochaine, non. Ou même s'ils t'ont dit oui, à la fin, ils tombent sur des soucis par rapport à leur entreprise et puis ils te disent que c'est pas possible. Et là, tu es obligé de rebattre tes cartes pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Et c'est pourquoi que, à part des équipes comme Madinina, le CD et la pédale pilotine, et nous, on essaie de nous accrocher, il y a très peu d'équipes qui organisent des courses à plus de 2 étapes. Eddy, comment ça se passe avec les sponsors? Parce que vous en avez besoin. Il y en a aussi qui vous suivent fidèlement. Est-ce qu'ils entendent votre discours et puis ils sont prêts encore à vous soutenir et à faire des efforts? En fait, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Il y a encore quelques années, les gens donnaient un petit coup de main qui pouvait être généreux quand même, hein, et qui, derrière, n'attendaient pas forcément un retour de l'image. Aujourd'hui, les partenaires peuvent continuer à aider, mais il faut garantir un retour sur investissement. Donc, c'est un petit peu ce qui, à mon avis, a changé. Les aides de l'État en matière de mécénat contribuer aussi aux mécènes à les aider un petit peu avec notamment les rescrits fiscaux. Donc, on arrive quand même à trouver des solutions. Mais je crois que ça nous oblige vraiment à mieux communiquer, à être des présidents de club 360 degrés qui soient le lundi en mesure de gérer leurs coureurs après la course et de faire un débrief. Le mardi, de basculer sur un rôle de chercheur d'or, en l'occurrence chercheur de sponsor. Le mercredi, mettre déjà un plan de communication pour être sûr que celui qui a donné un petit peu de monnaie le mardi retourne sur ses pieds le mercredi. Et puis le jeudi, basculer sur des tâches administratives pour répondre aux appels à projets, pour retrouver des fonds. Donc, c'est compliqué. Maintenant, le rôle de président de club, ce n'est pas simplement d'aller chouchouter son coureur sur le bas-côté ou de le suivre avec sa voiture. Il faut être en mesure de trouver des sous, et parce que le coureur a des besoins. Le cyclisme est un sport qui génère beaucoup de temps d'entraînement et est très chronophage. Donc, c'est au détriment souvent de l'activité professionnelle. Donc, il faut compenser lorsque le coureur a des besoins très primaires parfois, mais qui sont nécessaires pour son bien-être. Ou alors lorsque le coureur a des besoins matériels parce que un pneu, même si aujourd'hui ça peut paraître anodin, mais ça coûte très cher quand on veut faire du vélo, que ce soit de la route ou du VTT. Donc ça nous oblige vraiment à nous former, à monter en compétences et essayer de faire en sorte que les sponsors qui donnent de l'argent soient toujours généreux, et surtout qu'on leur envoie une image pour que l'année d'après, malgré les contraintes financières, qu'ils puissent au moins dire oui, ils ont eu le sentiment qu'on a fait le job, et ne serait-ce que par rapport à ça, ils ont envie de redonner un peu, faire un effort pour le club qui a donné les moyens. Je pense que beaucoup de clubs se battent pour ça, essayer de faire plaisir aux sponsors, et le public nous le rend bien parce qu'il y a du public et qu'il y a de la presse sur nos épreuves que nous arrivons quand même à trouver des partenaires. Donc voilà, c'est un modèle, un écosystème encore une fois qui aujourd'hui fonctionne relativement bien, mais qui est compliqué et qui génère beaucoup d'investissements et beaucoup de temps. Quand je vous écoute, messieurs, alors vous êtes normalement des associations, hein. J'ai l'impression d'entendre parler avec Eddy un vrai chef d'entreprise. Raymond, je crois qu'aujourd'hui, Oui, alors, on est président, mais on est chef d'entreprise là aussi. Exactement. Alors, il faut dire aussi qu'on a des sponsors qui réclament chaque week-end de compétition d'avoir le classement pour savoir comment ça s'est passé et si vraiment leur logo était en évidence, etc., etc. Parce que maintenant, c'est devenu tellement compliqué. Ils te disent, bon, je veux ça, mais je veux le résultat, mais je veux aussi voir si la course, bon, par exemple, il est sur une chaîne télé ou en radio, il faut qu'on voit qu'ils étaient bien représentés. Ça s'appelle donnant-donnant. Ah oui, du gagnant-gagnant. Et ça, ils sont très à cheval. Voilà. Alors, j'imagine, parce qu'on suit tous les réseaux sociaux, maintenant, ça devient aussi un média très important. Est-ce que le réseau social, ça va être bientôt la conclusion de l'émission, est-ce que les réseaux sociaux dans lesquels vous êtes, je sais que le Manina, par exemple, fait un très bon site avec beaucoup de photos, on remercie les partenaires, on met en avant, il y a même des gens qui écrivent très bien. Est-ce que les réseaux sociaux aident aussi justement à la promotion un peu du cyclisme, et vous êtes par rapport aux sponsors? Oui, parce que bon, nous, on est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur X aussi, on a aussi un site. Alors, on essaie de promouvoir le vélo martiniquais au-delà de nos frontières
pour qu'ils puissent avoir un impact à l'extérieur et avoir aussi la représentation des coureurs, mais aussi des maillots du club. Par exemple, on a X partenaires qui voient, tiens, ils ont vu mon sponsor en Suisse, un exemple banal. Et c'est important. Et là, eux, ils regardent. Ils ne te le disent pas, ou ils délèguent quelqu'un pour regarder, pour savoir si le travail est fait. Et dit même question, les réseaux sociaux, ça vous aide beaucoup? C'est essentiel. Aujourd'hui, ne pas adhérer aux réseaux sociaux, c'est rater une bonne frange de la population. C'est très complémentaire de ce que fait la presse traditionnelle. C'est très complémentaire de l'engouement que l'on a au niveau du public. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les partenaires demandent aussi des activations qui vont un peu plus loin, avec parfois, notamment, des opérations au cœur même de leurs entreprises, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises, faire vivre des expériences, parce que nous, on a une opportunité énorme, et pour les quelques-uns qui ont mis ça en place, je vous promets qu'on garde toujours d'excellents souvenirs, c'est de faire vivre à un partenaire une journée dans la voiture du directeur sportif. C'est énorme. Et tout ça, ce sont des choses que nous pouvons vendre, mais vous imaginez, avec tout ce que j'ai déjà dit, que doit gérer un président de club, s'il faut en plus, et on essaie de le faire, qu'il gère en plus une journée, une étape du Tour, c'est énorme. Mais tout ça, c'est nécessaire, malheureusement. Et donc, on est devenus, nous autres présidents de club, comme vous le disiez, plutôt des dirigeants de petites structures qui essaient de faire au mieux pour mettre des moyens à la hauteur de nos coureurs, et c'est un investissement au quotidien. Ça a bien changé, on va aller très vite à la conclusion, il nous reste moins d'une minute. Roger, quand vous écoutez les deux présidents, le vélo a bien changé. Hein. Eh bien oui, ça a bien changé, parce que de mon temps, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de sponsor. Je me souviens, j'ai fait toute ma carrière au cyclisme en tant que senior, et ce n'est que quand je suis arrivé au stade de vétéran que je faisais la pub pour des sponsors que je n'avais pas nommés ici, et j'étais payé au kilomètre parcouru. Les temps ont bien changé. C'est fou. Hein. Et ça a évolué depuis. Ça a évolué depuis. Messieurs, on va aller à la conclusion. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir participé. J'espère, amis téléspectateurs, que vous avez apprécié cette émission. C'était le 2e numéro. Vous retrouverez donc cette émission donc ce lundi 30 mars donc à 21h vers 21h. En tout cas, on espère que n'hésitez pas à revivre et à revoir les images donc sur YouTube, parce que cette émission va se retrouver sur YouTube. Messieurs, encore merci. Prochaine émission, bien sûr, on parlera encore de cyclisme. Roulib a cette vocation, vous donner la parole pour pouvoir vous exprimer en toute liberté. Merci et bonne soirée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.